Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur I24 et on ouvre une page magazine à présent dans cette édition. Young et moi, ou Tomer Sisley sur les traces du boxeur d'Auschwitz. Pas un documentaire historique classique, non, un documentaire enlevé, accessible à tous, guidé par Tomer Sisley. Une façon d'attirer l'attention des plus jeunes, les intéresser un peu à la Shoah, cette période de l'histoire devenue souvent très compliquée à enseigner aux lycéens. Regardez. La première fois qu'on m'a raconté l'histoire de Victor Pérez, j'étais bouleversé. C'était incroyable, émouvant et terriblement cinématographique. J'ai tout de suite décidé d'en faire un film. J'ai cherché à savoir qui il était, comment il vivait. J'ai rencontré les derniers témoins qui l'ont connu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça m'amène aussi loin. Alors, discussion à présent avec la réalisatrice du film, Sophie Naoum. Sophie, bonjour. Le film a été présenté il y a quelques jours à la SAM devant tous ceux qui ont finalement financé le projet. C'est un aboutissement. Comment vous l'avez vécu ? Écoutez, d'abord, c'était un immense soulagement parce que ça a été un travail de très longue haleine. Ce film, on l'a commencé il y a des années déjà. On a eu du mal à le financer. Et jusqu'au bout, on ne savait pas du tout si on y arriverait. Ça nous tenait vraiment tous à cœur d'y arriver. Donc on était très soulagés, et puis aussi par la réaction du public qui a été constituée effectivement que de gens qui nous ont soutenus tout au long du film. Donc il ne fallait pas décevoir, quoi. Et en fait, leur réaction était vraiment, enfin moi en tout cas, était vraiment celle que j'attendais. Donc c'était vraiment touchant parce qu'ils ont ri et ils ont été émus, et c'est ce qu'on attendait en fait. C'était ce que vous recherchiez. Alors le film, il s'est construit autour de la quête de Tomer Sisley, son regard sur Victor Pérez. Est-ce que vous auriez pu faire ce film avec un autre acteur sans lui ? Ah non, certainement pas. C'est pas du tout un acteur, Tomer, dans le film, enfin au sens où on l'entend. Tout est parti de notre rencontre à tous les deux, enfin à tous les trois, avec Laurent Pryce qui fait le film avec nous. Et en fait, quand je l'ai rencontré, moi je connaissais l'histoire de Victor Young Pérez depuis très longtemps parce que mon grand-père a écrit un livre sur sa vie. Mais je savais qu'il en restait très très peu de choses, et à Bounamonovitch, et très peu de témoins et tout ça, et je voulais pas faire un documentaire qui soit un documentaire classique avec quelques interviews et voilà. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Tomer et que je me suis rendu compte, mais vraiment par le plus grand des hasards, qu'il se passionnait pour son destin et qu'il enquêtait lui-même sur la vie de Pérez, qui était vraiment vrai, enfin c'était le point de départ, quoi. Quand j'ai su ça, je lui ai proposé de le suivre dans sa quête. Et après, on a avancé ensemble dans la quête. Donc, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur à lui aussi, et qui était vraiment issu de notre rencontre, quoi. Voilà, Young et moi, Tomer Sisley donc sur les traces du boxeur d'Auschwitz. Merci beaucoup, Sophie Naoum, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, je vous le promettais depuis le début de l'émission, on va parler d'un festival pas comme les autres en Israël. La cuisine arabe en est la star, plus particulièrement les mets oubliés arabes. Alors, pour certains, c'est une madeleine. Pour d'autres, c'est une façon de créer des ponts entre juifs et musulmans. Regardez. La cuisine arabe à l'honneur à Haïfa, dans le nord d'Israël. 4 jours durant, 25 pubs et restaurants du centre-ville faisaient découvrir au public les mets arabes oubliés. Nous préparons un plat arabe qui s'appelle le seyadiyeh. C'est un plat composé de riz, de légumes et de poissons. Nous le servons avec des herbes fraîches et de la trina. C'est un plat local absolument délicieux. Ala Moussa rejoint Shahar Sivan dans son restaurant pour confectionner plusieurs plats inspirés de ses origines. C'est une expérience très importante. Pour moi, pour le restaurant, pour nos clients et pour mon personnel. On aime ce mélange, avoir de nouvelles idées, que ça bouge, des nouvelles façons de cuisiner, une nouvelle attitude. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Comme Allah, ils sont près d'une quinzaine de chefs arabes à avoir rejoint les cuisines d'un chef israélien de Haïfa pour proposer des plats spécifiques arabes, notamment
des plats disparus. Organiser un festival sur la cuisine arabe dans une ville israélienne semble compliqué et pourtant. On était très contents de voir tous les chefs que nous avons contactés immédiatement accepter. Ils étaient tous très motivés pour participer à cette aventure. Même si forcément, la mise en place d'un tel festival n'a pas satisfait tout le monde. Bien sûr, certaines personnes ont critiqué notre initiative, mais à partir du moment où les critiques venaient des deux côtés, je me suis dit que ça devait être plutôt équitable et qu'on faisait bien les choses. Ce vivre ensemble, c'est aussi le symbole de la ville de Haïfa. Haïfa est une ville où vivent des juifs et des arabes. Je suis ici avec mon hijab sur la tête et des juifs viennent et achètent nos produits. On parle un peu, on crée un lien et ça peut aussi aider la coexistence. C'est aussi pour ça qu'Oded Hasbani et Hamoudi Aboulafia ont souhaité participer à cet événement. J'ai voulu participer à ce festival pour réunir nos deux peuples, mais aussi pour montrer à tous qu'on peut vivre ensemble et travailler ensemble, comme on peut cuisiner ensemble. Alors forcément, on se marche dessus en cuisine, mais on partage nos idées, on apprend beaucoup de l'autre. Et c'est ce que représente cette ville, Haïfa. C'est ce qu'on vit tous les jours ici. En fait, ce festival montre ce qu'on vit à Haïfa au quotidien. La première édition du festival Hacham sur la cuisine arabe a remporté un grand succès. Pour ses organisateurs, l'objectif est d'en faire un événement annuel, un événement qui rend hommage à la culture arabe et au vivre ensemble en Israël. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais nous, étant donné qu'on vient de terminer et qu'on est en train de terminer notre journée, ça nous donne faim. Sandy Fortis, bonjour. D'où est née cette idée de festival ? Donc, c'est une initiative de la ville de Haïfa. La municipalité voulait organiser cet événement depuis un bon moment déjà et leur projet a enfin abouti en décembre dernier lors de la fête des fêtes. C'est un festival à Haïfa qui regroupe toutes sortes d'événements qui mettent les fêtes de chaque religion à l'honneur. Alors, ce festival Hacham était entièrement consacré à la cuisine arabe. Les organisations avaient dans l'idée de créer comme un petit parcours dans le quartier du centre-ville de Haïfa. Les visiteurs avaient une carte avec la liste de tous les pubs et restaurants qui participaient à l'événement et ils pouvaient se promener à pied de l'un à l'autre pour découvrir les différents plats. Alors c'était festival uniquement consacré à la cuisine ? Alors pas seulement, il y avait aussi des concerts, des conférences, mais c'est vrai que tout tournait principalement autour de la nourriture. On a par exemple pu voir des ateliers de confection de biscuits, une association de femmes catholiques orthodoxes qui aident les personnes isolées ou les familles en difficulté. Elles enseignaient aux visiteurs comment confectionner ces biscuits puis les vendaient, des ventes dont les bénéfices ont ensuite été utilisés pour aider les nécessiteux. Alors juste à côté, il y avait aussi une boutique qui vendait les produits de Sindiana. Sindiana, c'est un organisme de Kfar Kana, un petit village du nord d'Israël. Et c'est une association qui produit entre autres de l'huile d'olive, du miel ou des savons et qui aide notamment les femmes à sortir de chez elles et à avoir une activité. Alors finalement, autour de la cuisine, on prône la coexistence. C'est un peu ça l'idée aussi. Exactement, mais en fait c'est très très représentatif de la ville de Haïfa, d'où l'idée de le faire dans cette ville et d'où l'idée est venue à la municipalité. Dans cette ville du nord d'Israël, les Israéliens juifs et musulmans cohabitent depuis toujours et ils le font très naturellement, mais c'est vrai que tous ces stands et ateliers sur les spécialités arabes ont beaucoup attiré les Israéliens juifs. Petit bémol, aucun des restaurants et des pubs participants n'était kasher, ce qui exclut de facto toute une partie de la population. Les juifs pratiquants ne pouvaient donc pas se joindre aux festivités. Alors pour les organisateurs, l'explication est simple, ils avaient besoin de trouver un lieu où les visiteurs pouvaient se promener à pied, d'où le choix du centre-ville et ce quartier contient très peu de restaurants cachés. Bon, en tout cas, l'essentiel était là et la coexistence au rendez-vous. Merci beaucoup, Sandy. Alors, on va prendre la direction à présent des États-Unis. On vous le disait il y a quelques jours, le pays tout entier trépignait d'impatience pour découvrir les visages des heureux gagnants du Super Loto. Eh bien, leurs visages ont été dévoilés. On regarde ça avec Océane Nicole. Plus de 528 millions de dollars, c'est la somme gagnée par un couple du Tennessee. Ils ont remporté la semaine dernière le ticket gagnant de la loterie du Powerball, une cagnotte record d'1,6 milliard de dollars. Tout sourire, Lisa et John Robinson ont reçu leur chèque. Un couple heureux et désormais riche, une surprise auquel ils ne s'attendaient pas.
Quand nous avons acheté nos tickets, la première priorité c'était de payer et de rembourser les prêts étudiants. Nous pensions juste à un petit peu du gain. Mais maintenant je suis vraiment heureux car nous avons eu une grosse part. Malgré leur nouvelle fortune, le couple ne souhaite pas changer de vie pour autant. Ils vont continuer de travailler, lui dans l'entretien et elle en dermatologie. Leur priorité est avant tout les études de leur fille. Vous ne pouvez pas juste rester sans rien faire. Combien de temps cela peut durer ? On veut quand même profiter un peu de nos gains, éventuellement investir un peu pour que notre fils et notre fille n'aient jamais plus besoin de rien. Au total, 3 tickets sont gagnants. Les 2 autres ont été achetés en Floride et en Californie. Ils n'ont pas encore été revendiqués. Les gagnants ont jusqu'à 6 mois pour se faire connaître. Voilà, il vous reste 6 mois les filles pour vous faire connaître. Non ? J'ai pas joué. Aveu. Betsabé, vous nous avez rejoint avec une question. Faut-il dormir moins, faire appel à des coachs et se doper aux médicaments pour être un grand patron? Eh bien, aux États-Unis, ça semble être un phénomène qui prend de l'ampleur, Betsabé. Exactement. Alors, il y en a qui jouent au loto et puis il y en a qui s'entraînent et le phénomène est inquiétant même. Nathalie, une illustration. Regardez ce tweet du Forum économique mondial qui se tiendra d'ailleurs du 20 au 23 janvier prochain à Davos, soit les 14 choses que font ceux qui réussissent avant le petit déjeuner. Alors, parmi ces ingrédients de la réussite, de l'eau, certes, mais aussi de la gym, de la méditation, du temps de qualité, dit-on, avec sa famille, avec son épouse. Vous remarquerez le machisme du commentaire, ou encore, bien macho, faire son lit. Et oui, bien sûr, on y trouve aussi checker ses mails, les informations, ou encore les réseaux sociaux, de quoi provoquer quand même des réactions du genre sur Internet. La discussion autour de la machine à café aussi, quand même. Exactement. Alors, à quelle heure ces gens prennent-ils leur petit déjeuner ? 3h du mat, se demande un internaute. Un autre poste que cette to-do list pré-breakfast représente 1 mois d'activité, tandis qu'un autre note qu'apparemment ceux qui réussissent ne prennent pas de douche ou alors ne s'habillent pas. Et pourtant, il s'agit d'une réalité. Regardez, Courrier international, dans le monde pré-industriel, les élites se devaient d'être oisives. Dans la période du capitalisme aristocratique, on affichait une supériorité naturelle. Aujourd'hui, la supériorité doit reposer sur l'effort. Ceux qui réussissent méritent leur succès parce qu'ils bossent et parce qu'ils transpirent, un peu façon Poutine, qu'on a vu s'exercer en salle de gym. Transpire sans se doucher, sans s'habiller, ça m'inquiète un petit peu. Ils font leur lit, cela dit, on leur accordera ça. Quand même, vous aurez noté. Et un autre élément qu'on note, c'est qu'ils se lèvent tôt. C'est un point commun avec nous, ça, par exemple. Exactement. Alors, pas de quoi quand même nous impressionner. Nous, les bosseuses du matin, 90% de ces super patrons, nous dit-on, se lèveraient avant 6 heures du matin. Alors, exemple, regardez, Indra Nooyi, la PDG de PepsiCo, eh bien, elle se lève à 4 heures le matin. Bob Iger, Disneyland, 4h30 le matin. Jack Dorsey, Twitter, 5h30 le matin. Et qui dit réveillé, dit entraîné. Tim Cook, le patron d'Apple, est dans sa salle de gym à 5 heures pétantes tous les matins. D'ailleurs, comme si ça ne leur suffisait plus de pédaler en surfant sur mail, site internet et autres réseaux sociaux, les grands patrons américains deviendraient même de plus en plus adeptes des sports extrêmes. Alors Poutine peut aller se rhabiller. La preuve, c'est CEO Challenge aux États-Unis toujours. Au menu des épreuves de triathlon, des randonnées VTT sur plus de 100 km. Les filles, et oui, ils ont du succès, ils sont riches, mais aussi maintenant ils sont sportifs. C'est à noter. Autre illustration, les 1000 articles expliquant maintenant comment on s'entraîne comme un Navy SEAL, donc une unité spéciale de la marine américaine. Et comme bien sûr nos grands patrons, eh bien ils n'ont pas forcément le physique de l'emploi, on y a pensé toute seule, eh bien ils ont recours à des coachs. Et oui, Ursula Burns, la PDG de Xerox, passe 1 heure 2 fois par semaine avec son coach à 6 heures du matin. Alors j'ai pas trouvé les images du coach, mais je pense que c'est un sujet à creuser. Pour ceux qui manqueraient d'initiative, les boîtes sont là pour les remotiver. Alors là, le cabinet de conseil Deloitte, près de Dallas, il y a plusieurs dans le monde, dispose d'une salle de fitness de plus de 1000 mètres carrés. Je pense que c'est une bonne idée pour la télé si vous voulez maintenir vos chroniqueuses du matin en bonne santé. Et puis bien sûr des cours qui commencent à l'aube. Alors SAS, une société logicielle, a même mis sur pied un programme de 90 jours intitulé Leadership et énergie pour la performance. Je peux vous dire que vous sortez de la lessiver. Sauf que, eh bien, parfois, trop d'énergie tue l'énergie. À force de courir et de sauter, bon, le lit, ça va encore. Ces super boss sont-ils capables de prendre les bonnes décisions ? C'est la question que je me suis demandé. Certains semblent avoir trouvé, en tout cas, une solution s'ils sont trop crevés. En tout cas, notre rédac chef, elle a trouvé la solution. Elle fait du volley.
Alors voilà, alors eux C'est ils une ont bonne d'autres solution. idées, ceux qui sont un peu flemmards ou ceux qui n'arrivent pas à tout faire en même temps, ils se feraient aider par des psychostimulants tout facilement, voilà, tout simplement, qui favorisent la concentration. Sandy, pour ou contre le sport le matin Pour ou juste contre le avant psychostimulant? Alors, le matin, ça va être compliqué avant l'émission. Après, si on fournit la salle et le temps, avec plaisir. Et ben voilà, l'appel est lancé pour I24. Betsabé aussi, vous faites du sport le matin Moi juste j'aimerais avant bien de en venir courant, mais il n'y a pas de douche ici, donc voilà. Ouais, mais je sais que ce matin, vous êtes venu sous la tempête en vélo. Ouais. En tout cas... J'ai presque perdu ma jupe. Bon, pas plus de détails. Merci beaucoup pour ce point. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même chaîne. Vous retrouvez tout de suite un nouveau journal pour toute l'info en direct sur I24.